effectivement, peuvent parfaitement, si vous voulez, être à l'origine des fake news. Les médias. Je voudrais ici partager avec vous, je vais le faire. Je voudrais partager avec vous cette image. Voilà, en fait, il s'agit ici du journal Walfadjri. Dans cette coupure de presse, vous voyez bien qu'on parle de communiqué de la Ligue des journalistes pour l'Afrique. 2 Sénégalais enlevés en Irak. Nous sommes le 1er septembre 2004. À l'époque, il s'agissait en réalité de 2 Français, Georges Malbrino et Christian Chenot, qui étaient effectivement pris en otage en Irak à l'époque, en 2004. Et Walfadjri, dans son édition du 1er septembre 2004, effectivement, a titré 2 Sénégalais enlevés en Irak. C'est très grave. Alors que, effectivement, les arguments que le journal développe dans l'article laissent à désirer. Ce sont des arguments très légers. Et vous voyez, la source, c'est PANA, presse africaine, presse panafricaine. C'est juste la source. Hein? Mais essayons de nous intéresser un peu au contenu. Voilà ce que dit là le dernier paragraphe. Les tentatives pour vérifier l'information parvenue au moment du bouclage étaient vaines auprès de sources du ministère des Affaires étrangères. C'est pour vous dire que ici, le journal n'avait pas du tout vérifié l'information. Et pourtant, il l'a titré « 2 Sénégalais enlevés en Irak ». Parce qu'effectivement, c'est une source qui vient de la PANA, la presse panafricaine. Et ça, c'est justement pour montrer que les fake news, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui répandent des fake news. Ça peut être effectivement des médias, hein, les médias d'information traditionnels. Donc, il faut faire attention. Voilà. Maintenant, pour revenir à ma présentation, en ce qui concerne justement l'aspect droit et éthique, je vais partager l'écran. Vous savez que le président de la République, lors de la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales le 1er mai passé, il y a quelques jours, a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la régulation des réseaux sociaux et a même annoncé un texte en phase de finalisation dans ce sens. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'en attendant l'adoption de ce texte, quels sont les moyens de lutte dont disposent justement les citoyens que nous sommes, hein, pour pouvoir faire face à la déferlante des fausses nouvelles, des fausses informations. Quels sont les moyens de lutte au Sénégal qui sont déployés pour faire face à la déferlante des fausses nouvelles? Alors, ces moyens-là, ils sont de 2 ordres. Il y a des moyens juridiques, donc, qui se situent sur le terrain du droit, et des moyens qui se situent sur le plan de l'éthique et de la déontologie des professionnels. Intéressons-nous d'abord aux moyens juridiques. Intéressons-nous d'abord aux moyens juridiques. Vous savez, le Code pénal sénégalais comporte des dispositions qui viennent punir certaines catégories de fausses informations. Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le délit qui vient tout de suite à notre esprit, c'est évidemment le délit de diffusion de fausses nouvelles. Mais retenez bien, on n'a pas dit fausse information, mais de fausses nouvelles. L'expression, elle est importante. L'expression consacrée, c'est délit de fausses nouvelles et non délit de fausses informations. C'est très important. Mais attention également, ce délit ne réprime pas toutes les fausses nouvelles, entendues au sens commun de l'expression. Je vais vous donner la disposition pertinente dans notre code pénal qui punit justement le délit de fausses nouvelles. C'est l'article 255 du code pénal. Que nous dit l'article 255 du code pénal? Il dit la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction faite ou non de mauvaise foi aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population ou jeté le discrédit
sur les institutions publiques ou leur fonctionnement. Voilà, si vous voulez, ce que nous dit l'article 255 du Code pénal qui vient punir le délit de diffusion de fausses nouvelles. Et cet article punit ce délit d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs. Donc, une peine relativement correcte. Hein? Maintenant, intéressons-nous aux conditions constitutives du délit. Quelles sont les conditions? Hein? Quelles conditions doivent réunir justement une nouvelle fausse pour tomber sous le coup de l'article 255? En termes clairs, la fausse nouvelle n'est punissable que lorsque sont réunies 3 conditions principalement. La première condition, il doit s'agir d'une nouvelle fausse. Je disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'une fausse information, c'est plutôt fausse nouvelle. La notion de nouvelle, elle est définie en droit. Qu'est-ce qu'on entend en droit par nouvelle? Une nouvelle, c'est un fait jusqu'ici inconnu du public. Ça, c'est la notion de nouvelle. Il faut que cette nouvelle-là, il faut qu'elle ait un caractère faux, c'est-à-dire qu'elle soit mensongère, erronée, inexacte, d'accord? Tant dans sa matérialité que dans les circonstances. Donc ça, c'est la première condition. Donc, il faut être en présence d'une nouvelle fausse. Deuxième condition, il faut que cette nouvelle ait été publiée. Ici, la loi, l'article 255 ne requiert pas une publicité particulière. Donc, parce que l'article 255 dit la fausse nouvelle doit être répandue par quelque moyen que ce soit de publicité. On suppose en droit la notion de publicité dès l'instant où il y a un groupe indéterminé, d'accord, qui n'ont pas entre les personnes qui constituent le groupe, ne constituent pas une communauté d'intérêt, ne se connaissent pas, sont un groupe anonyme, inconnu. Donc là, on est en présence effectivement d'un public. C'est-à-dire ici, la publicité requiert par la loi est réalisée. Donc, deuxième condition, il faut établir le caractère public de la fausse nouvelle. Il ne faut pas que ça soit une fausse nouvelle tenue dans un lieu privé ou à titre confidentiel. Il faut que ça soit véritablement une fausse nouvelle publique, hein, qui bénéficie d'une publicité auprès d'un groupe, comme je l'ai dit, indéterminé, qui ne se connaissent pas, de personnes qui ne se connaissent pas. Troisième condition, et ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui fait le départ entre la fausse nouvelle punie par le droit et les autres fausses informations. Pour que la fausse nouvelle soit punissable, il faut qu'elle porte atteinte à la paix publique. Qu'est-ce qu'on entend par paix publique? C'est-à-dire, il faut que la fausse nouvelle entraîne ou est susceptible d'entraîner la désobéissance aux lois, ou porter atteinte au moral de la population, ou jeter le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement. Ici, en l'occurrence, vous voyez, en termes d'illustration, l'exemple d'Abdoulaye Mbaye que j'ai donné, je vous ai communiqué une vidéo dans laquelle, effectivement, vous voyez que le communicateur Abdoulaye Mbaye était en train de dire que le coronavirus n'existait pas à Touba. Ça, c'est une diffusion de fausses nouvelles. Absolument. Ce discours-là pouvait parfaitement tomber sous le coup de l'article 255 du Code pénal. Parce que toutes les conditions sont réunies. Parce qu'ici, qu'est-ce qui est visé? À travers son discours, il est en train de jeter le discrédit sur les institutions publiques. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a une parole officielle qui est en face qui dit qu'il y a des cas qui sont répertoriés à Touba. Et lui, de son autorité, de là où il est, il dit non. Je n'ai rien à faire de cette parole officielle. Je dis qu'il n'y a pas de coronavirus à Touba. Donc, vous voyez, on est en présence effectivement d'une fausse nouvelle qui porte atteinte à la paix publique, puisque cette fausse nouvelle, elle est venue jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement. D'accord? Apparemment, on est pris par le temps. En dehors du délit de diffusion de fausses nouvelles, il y a effectivement dans le Code pénal d'autres dispositions qui viennent punir les délits de faux et usage de faux. Là, en l'occurrence, il s'agit de faux qui portent sur les documents, etc. Vous avez tous entendu parler de faux et d'usage de faux. D'accord? Il y a également le délit de fausse information semée sciemment dans le public
susceptibles d'influencer le cours des marchés, c'est-à-dire le prix des denrées, le prix des premières nécessités, etc. Il y a également la loi du 8 novembre 2016 qui a modifié le code pénal, qui vient punir sévèrement le délit d'usurpation d'identité numérique d'un tiers ou d'une ou de plusieurs données permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, et de porter atteinte à son honneur, sa considération, son patrimoine. D'accord? Alors, ce survol non exhaustif nous montre à suffisance que l'écrasante majorité des fake news ne rentre pas dans les prévisions des dispositions réprimant les informations fausses, car jusqu'ici, elles ne créent pas suffisamment de troubles à l'ordre social pour tomber sous le coup du droit pénal. En réalité, cette dernière catégorie de fausses nouvelles, plus nombreuses, vise moins à troubler l'ordre public qu'à manipuler l'opinion. C'est pour ça l'intervention attendue du président de la République, en tout cas par rapport à une loi qui serait adoptée pour venir régir les réseaux sociaux, il faut que cette loi-là prenne en compte cette dimension. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit sanctionner des comportements, en tout cas des informations qui viennent manipuler juste l'opinion, dès lors qu'il n'y a pas, dans leurs conséquences, une atteinte à l'ordre social, tel qu'un trouble à l'ordre public, etc. Oui, parce qu'ici, la question de fond, c'est la question des limites de la liberté d'expression. Est-ce qu'effectivement, les citoyens que nous sommes, nous avons le droit de supposer, et même parfois le droit de mentir, le droit, est-ce que nous n'avons pas également le droit de théoriser? Tout ça, ça relève de la liberté d'expression. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on prenne la morale à la place du droit. Le droit, ça n'est pas du tout la morale. Effectivement, il y a des dispositions du droit qui ont une origine morale, mais le droit ne peut pas se réduire à la morale. Le droit ne peut pas dire aux gens, il faut bien se comporter, etc. etc. Non. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, par rapport à l'intervention qui sera conduite, il faut que, en tout cas, qu'on fasse très attention à ne pas porter atteinte à la liberté d'expression. C'est très important. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre, justement, les atteintes intolérables à l'ordre social, comme le trouble à l'ordre public, hein, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, et effectivement, peut-être des informations qui sont nuisibles, mais qui ne portent pas suffisamment atteinte à l'ordre social, qui relèvent plutôt de l'ordre de la manipulation. Vous voyez, en France, pour aller dans ce sens-là, ouais, en France, il y a une loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Cette loi, justement, elle est spécifiée, elle est venue viser des comportements spécifiques, notamment en période électorale. La loi de 2018 française, elle vise à réprimer toutes les informations, toutes les fausses informations qui influencent le scrutin, le résultat des scrutins, ou qui viennent porter atteinte à l'ordre public. Ouais. Donc, tout ce qui est manipulation qui ne porte pas atteinte à l'ordre public ou qui n'influence pas le scrutin, toutes ces manipulations-là ne tombent pas sous le coup de la loi, parce qu'effectivement, ça relève plutôt de la liberté des individus. Comme je l'ai dit, il y a Tocqueville qui disait, pour recueillir tous les bienfaits de la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux mots qu'elle engendre. C'est très important. Parce qu'il faut laisser aux gens la liberté de supposer, de théoriser, de se tromper, de mentir parfois. Voilà. Mais il faut, le plus important, c'est que les conséquences que cela entraîne, si ça porte atteinte à des droits fondamentaux, des intérêts publics fondamentaux ou à des droits individuels fondamentaux, il faut que là, effectivement, que le droit sévisse. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, apparemment, on est pressé par le temps. Donc ça, c'était par rapport au droit. Maintenant, quand on vient sur le terrain de la déontologie, aujourd'hui, force est de constater que les plateformes en ligne, et principalement les réseaux sociaux, qui sont devenus de véritables places publiques, hein, rendent la tâche aux médias traditionnels très difficile. Même si ces réseaux sociaux peuvent être considérés comme des sources possibles d'information, malheureusement, dans ces réseaux sociaux, les internets sont à la fois récepteurs et émetteurs grâce au Web 2.0.
où il y a place à toutes sortes de contenus, y compris les fake news. Hein? C'est le cas, par exemple, de la pandémie de la COVID-19. Et nous avons eu droit, dans ces réseaux sociaux-là, sur ces réseaux sociaux, à une démonstration de force des conspirationnistes qui nient ouvertement l'existence du virus. J'ai donné la vidéo, en considérant que cette pandémie est une pure invention pour combattre l'islam ou pour diminuer la population mondiale. D'autres informations virales tendent à faire croire que les climats chauds d'Afrique ne favorisent pas la propagation du virus. D'accord? Alors, la question fondamentale, elle est celle-là. Comment échapper aux assauts contre la vérité? M. Ndiaye parlait d'attaques contre la vérité de toutes parts. Comment échapper aux assauts contre la vérité? La réalité, surtout que tout donne à croire surtout que tout donne à croire ce qu'on ne nous donne pas à voir, ce qu'on ne nous donne pas à écouter, ce qu'on ne nous donne pas à lire. D'accord? Maintenant, ici, pour répondre à cette question, il faut qu'on fasse un constat, c'est-à-dire qu'ici, face à la force de frappe des infox, des fake news, les journalistes ne sont pas désarmés. Ça, c'est le constat. Franchement, sur le plan déontologique, l'idée force, c'est de dire que les journalistes ne sont pas désarmés face au phénomène de la désinformation, face aux fake news. Ça, vraiment, c'est une parole qu'il faut peut-être marteler. Les journalistes ne sont pas du tout désarmés. Aujourd'hui, plus que jamais, les règles de déontologie de base leur sont d'un secours salvateur. Les principes et les règles restent les mêmes. Il n'y a aucun changement. Les principes restent les mêmes. Quels sont ces principes? C'est la recherche c'est de rechercher et de diffuser la vérité en vertu du droit du public à être informé. Le journalisme, c'est ça. L'un des piliers fondamentaux du journalisme, c'est de rechercher et de dire et de diffuser la vérité. D'accord? Et pour le faire, il faut procéder à des vérifications et à des recoupements sur le terrain. Ici, le principe, c'est effectivement se rendre sur le terrain. Pour être le plus près possible de cet objectif de vérité, il est impératif que le journaliste se rende sur le terrain pour y effectuer les vérifications et les recoupements, c'est-à-dire les croisements de sources, respecter la triangulation des sources, etc. En tenant compte du principe du contradictoire et en étant le plus objectif possible et donc au bas mot le plus honnête possible. D'accord? Au cas où il ne se rendrait pas sur le terrain, par exception. De toute façon, il n'en serait pas moins tenu de vérifier l'information, de la recouper, etc. Ouais, ici, le maître mot, c'est vraiment la vérification, les recoupements. Et ça a toujours été comme ça. Le journaliste ne peut pas changer. Au contraire, c'est le moment plus que jamais de justement consolider ces pratiques, ces bonnes pratiques journalistiques. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, malgré tout, malgré ce que je viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont employées actuellement pour faciliter le bidonnage, pour faciliter la falsification de l'information. Ça, c'est clair. Et c'est une technologie, ce sont des technologies redoutables, puissantes, d'accord? Et qui mettent à rude épreuve l'obligation impérieuse dans laquelle les journalistes sont de devoir dire la vérité. Ici, la seule réponse possible, c'est de perfectionner les outils de vérification de l'information. C'est le perfectionnement des outils de vérification de l'information. Et ça passe par le check news, par le fact-checking. Et ça, c'est très important. Désormais, je pense que les fake news ne laissent guère le choix aux médias d'information de pratiquer le fact-checking s'ils veulent effectivement combattre les fake news. Beaucoup de rédactions ont mis en place un dispositif de vérification des informations, surtout lorsque les sources inspirent le doute ou la méfiance. Donc, le fait de remonter à la source primaire, de demander confirmation sur le terrain, d'utiliser des outils techniques de vérification des images, etc. C'est le cas, par exemple, du journal Libération avec le Check News, le journal Le Monde, le Décodex, d'accord, ou du vrai faux sur France Info, ou du faux et usage de faux sur France 2. Ouais, il existe effectivement, en ce qui concerne les rumeurs, un site collaboratif, d'accord, une plateforme collaborative internationale qui est Waxbutters, d'accord, qui combat, si vous voulez, les rumeurs et les fake news. Au Sénégal, c'est vrai que ça n'est pas du tout la chose du Sénégal, mais en tout cas, on a la chance d'avoir un bureau de Africa Check au Sénégal. Effectivement, il faut saluer le travail de Africa Check.
qui est en train de faire un travail important de vérification des faits. Et ça, c'est très important. Donc, je ne vais pas, vu que nous sommes pressés par le temps, je vais rendre la parole en disant que sur le plan de la déontologie, les règles n'ont pas changé. C'est le moment vraiment de les consolider. Il faut dire la vérité. Le journalisme repose sur la vérité, avec comme sacerdoce la vérification et le recoupement. Aller sur le terrain, être sûr que ce qu'on livre comme information est une information vraie, en tout cas vérifiée, en ayant recours à des sources diversifiées, en faisant des croisements de sources, des recoupements, etc. Voilà. Donc, je laisserai peut-être le public réagir. Merci beaucoup, M. Seck. Les collègues n'ont pas autre chose à ajouter. C'est vrai que votre exposé a permis donc là de mettre en relief l'arsenal juridique sénégalais qui réprime la diffusion de fausses nouvelles. Et également, vous avez évoqué l'importance de diffuser des informations qui ne portent pas atteinte à l'ordre social. On a environ une quinzaine de minutes, tout au plus 20 minutes, donc là pour interagir avec... Oui, allô? Allô? Oui. Merci, Mouninou. Voilà. Nous remercions quand même les différents intervenants à travers leur présentation. Ça nous a enrichi sur beaucoup de choses quand même. Mais surtout avec le temps qui nous... Moi, j'aimerais quand même revenir par rapport à la présentation de M. Selesek par rapport à la déontologie des journalistes. Quand il dit que les journalistes ne sont pas désarmés face à la force de frappe de la désinformation. Maintenant, ce que nous notons exactement au Sénégal, avec l'avènement de cette maladie, nous avons constaté que actuellement, il y a des professionnels de l'information, des journalistes qui ont été très bien formés et qui pratiquent les règles édictées par la déontologie et l'éthique journalistique. Par contre, maintenant, tout le monde est journaliste, formé sur le tas, les animateurs deviennent des journalistes, les populations deviennent des journalistes et l'information fuse de partout. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est par rapport à la crise que cette population sénégalaise a maintenant des décisions étatiques et des décisions du gouvernement. Parce que quand une bonne majorité de cette population qui est analphabète pense que tout ce que nos dirigeants disent, il y a de la politique là-dedans. Il y a une part de vérité et une part de contre-vérité. Donc, ça devient très difficile pour pouvoir quand même ramener à la vraie information cette population qui se base trop souvent sur des croyances ou bien sur des pratiques que nous faisons qui sont devenues des pratiques païennes. Et que, comme vous l'aviez dit au départ de cette pandémie, c'est une pandémie qui a été méconnue des populations. Et nous, au niveau de la radio que nous dirigeons actuellement, au début de la pandémie, nous avons reçu des psychologues pour quand même analyser cette situation de sauve-qui-peut qui s'était établie dans la zone au niveau de Rufisque. Maintenant, il avait préconisé par rapport à c'était normal que les populations se ruent vers l'opération, comme il l'avait dénommée, l'opération Dalal Khel. Tout le monde ne faisait que ce qui, à son âme et confiance, comment dirais-je, le réconfortait. Et il leur demandait de ne pas boire. Par rapport à cette opération Dalal Khel dont il parlait, il disait, il faut pas boire. Faites tout ce que vous voulez, prenez des gris-gris, prenez des talismans, mais il ne faut pas boire, il ne faut rien boire, parce que c'est une chose qui est méconnue des populations. Et les chercheurs même sont dans la controverse.
Certains disent ceci, d'autres disent autre chose. Et en fin de compte, on était arrivé à un moment où on ne savait pas qui croire. L'élite médicale à qui on devait se fier. Il y en a qui disaient des choses, d'autres disaient autre chose. On disait des choses par rapport à des réalités qui sont là et on s'attendait au bulletin parce que comme il y avait une communication gouvernementale, ce n'était pas une communication dispersée, c'était une communication gouvernementale. Nous, en tant qu'institution, en tant que médium, on ne pouvait que se fier à la parole de ces acteurs de la santé ou bien se fier au bulletin qui se passait tous les jours pour pouvoir quand même donner que nous recevons de l'institution qui était chargée, le ministère, pour pouvoir quand même temporiser les ardeurs et donner l'information que nous avons ou bien l'information que nous avons par rapport à nos populations cibles. Du coup, nous, peut-être on a eu la chance que nous sommes une radio communautaire. Oui. S'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux réagir par rapport à son interpellation? Vite fait, oui, le temps pour permettre aux autres de réagir. Madame Bow, oui. Vous avez parfaitement raison. Moi, je suis parfaitement en phase avec vous. Quand vous parlez justement des difficultés que les journalistes ont à pouvoir se fier à une source qui ne les manipule pas. Mais effectivement, là, on parle de post-vérité. On est dans l'ère de la drôle d'époque. Hein? On est dans une drôle d'époque où on parle de post-vérité. Déjà, l'humain n'était pas parvenu à la vérité, que maintenant, on parle de post-vérité. C'est comme si on était parvenu à la vérité et qu'on voulait aller derrière cette vérité-là. Or, rien de tout ça n'existe. Ce qui existe en matière journalistique, en matière de pratique journalistique, c'est la recherche de la vérité. Pour le journaliste, il n'est pas question de post-vérité, il est question de faits et de vérité. Et pour pouvoir donner des faits, en respectant les règles déontologiques et en ayant un sens éthique, c'est absolument, ça passe forcément par la vérification. Et cette vérification, elle a le principe fondamental, c'est qu'il faut qu'elle se fasse sur le terrain. Maintenant, effectivement, si vous allez voir une source, on va dire, hospitalière, et vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés, que cette source ne dit pas vrai, rien ne vous empêche d'aller sur le terrain, d'interroger les gens qui vivent la situation et de pouvoir faire des recoupements. L'essentiel, il ne faut pas oublier que l'obligation de vérité qui pèse sur le journaliste, ça n'est pas une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens. C'est comme le médecin. Le médecin, on ne lui demande pas de sauver coûte que coûte la vie du patient. Il doit employer les moyens nécessaires à sa disposition pour sauver le patient. S'il n'y arrive pas, c'est tant pis. Le journaliste également, il doit être le plus près possible de la vérité. La vérité, c'est très difficile de parvenir à cette vérité avec un grand V, mais d'employer tous les moyens nécessaires pour être le plus près possible de la vérité. C'est ça en fait. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne doit pas changer, même avec la COVID-19. La logique reste la même. C'est dire la vérité, vérifier ses sources, les recouper, faire des croisements, respecter le principe de la triangulation. Et c'est vraiment ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Et M. Sey, pour ne pas vous couper, il nous est arrivé une expérience où le médecin-chef du district sanitaire a fait le bilan, l'évaluation des données qu'il a reçues au niveau des postes de santé qu'il polarise. Il y avait un nombre bien défini qu'il nous a communiqué. Ce n'était pas en direct, mais il nous a donné l'information. Le lendemain, on s'attendait à ce que cette information-là passe à travers le communiqué gouvernemental. Et les résultats que nous avons eus à travers ce communiqué gouvernemental n'ont pas été le même. Moi, j'ai saisi directement le médecin-chef. Je lui ai dit, docteur, il y a un problème. Vous nous avez communiqué des chiffres hier. Et on s'attendait à ce que ces chiffres-là soient transmis comme vous nous aviez dit hier au niveau du bulletin. Maintenant, il me dit, Madame Conté, vous savez, moi, je suis un agent assermenté. J'ai reçu des données, je les ai transmises à qui de droit et je m'en arrête là.
En tout cas, vous avez fait, c'est très bien. Au moins, vous avez fait votre travail, vous l'avez fait. Vous êtes allé vous renseigner, vous êtes allé poser le problème. Maintenant, peut-être qu'entre-temps, moi, ce que je vais ajouter, une seule phrase, Moumini. Peut-être qu'entre-temps, les choses ont évolué. Parce que quand on s'arrête sur le principe de l'exactitude de l'information, une information exacte, c'est une information pour laquelle on prend en compte les évolutions des faits. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un événement qui se passe aujourd'hui à 16 h, hein, avec une situation précise. Peut-être qu'à 17 h, les choses changeront. Et donc, quand on parle d'exactitude, c'est donc pouvoir suivre l'évolution d'un fait. Je ne suis pas en train de justifier le ministère, mais dans tous les cas, je salue effectivement votre engagement. Le travail qui devait être fait, vous l'avez fait. Vous êtes allé effectivement vous en ouvrir à qui de droit et il vous a donné une information. Cette information, effectivement, elle a la valeur là. Vous pouvez effectivement, vous, sur le terrain, vous référer à d'autres sources avant de livrer l'information. Mais en tout cas, moi, je salue la démarche d'aller au moins vous expliquer avec la personne l'autorité qui vous a donné l'information. Merci, prof. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui voudraient intervenir. Je vois au niveau du fil de la plateforme Mohamed Diaye qui a posé une question. Également, si on peut avoir d'autres participants qui voudraient faire des témoignages à l'image de celui que vient de faire Bédi, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a des participants qui voudraient prendre la parole? Est-ce qu'il y a des participants qui voudraient prendre la parole? Bonjour, professeur. Oui. C'est Max Bill. Oui, allez-y. Ouais, en fait, moi, j'aimerais vous demander, lorsque aujourd'hui, chaque puissance sur le continent africain, je parle bien des puissances extérieures, se fait représenter en ayant un média sur le continent. Et lorsque ces gens-là ont leur média, ils diffusent l'information qui leur plaît sur le continent. Et moi, j'aimerais dire, lorsque je suis journaliste, je travaille dans ces boîtes et je reçois des dépêches. Allô? Oui, allez-y, Max, allez-y. Oui, lorsque je travaille dans un média du genre et que je reçois des dépêches qui viennent d'un pays qui détient le média dans lequel je travaille, est-ce que j'ai toujours cette possibilité-là de faire la triangulation de l'information, comme on le dit, de prendre cette distance-là que la déontologie exige de moi avant de diffuser cette information? Je pense que je ne l'ai pas. Et là, ça devient très grave et ça devient plus compliqué à gérer, cette histoire de désinformation ou de mésinformation. Le journaliste peut être utilisé il peut être utilisé pour, entre guillemets, ce sale boulot, mais lui-même, peut-être qu'il en a conscience, peut-être qu'il n'en a pas conscience, alors que le public se dit, parce que moi, en tant que journaliste, je me dis, pour moi, le journaliste est un rempart, est le dernier rempart contre la désinformation. Pour moi, c'est la conception que j'ai. Donc, si un public qui a confiance aux médias et par ricochet aux journalistes, alors que le journaliste lui-même, il est tenu par ce média qu'il emploie et qui détient de grands moyens. Vous êtes vous travaillez par exemple à la Radio Chine Internationale. Il y a des dépêches qui viennent de la Chine, peut-être qui concernent le continent africain, mais vous n'avez pas la possibilité de vérifier l'information. On vous dit de passer, mais vous allez passer, ignorant derrière les répercussions que cela puisse avoir. Et je veux poser la question à monsieur Selesek, aussi bien à monsieur Sergueï. Dans ces cas de figure, quelle serait l'attitude du journaliste pour contrer un peu? Est-ce qu'il ne serait pas traité de rebelle? Est-ce qu'il ne serait pas traité de subversif dans son média? Merci beaucoup. Selesek, prof Selesek. Je laisse la parole à Saïd puisque j'ai... Après, je pourrais peut-être compléter. Voilà. Oui, bon, peut-être, moi, je ne vais pas parler de l'aspect déontologie et tout cela, mais en fait, quand on parle de ces gens de médias, il faudra aussi prendre en considération que chaque média a sa ligne éditoriale d'abord, et que aussi, surtout ces médias qui commencent à s'installer un peu partout, là, actuellement, nous sommes un peu dans ce qu'on pourrait appeler le soft power. C'est-à-dire que ce sont des médias d'influence, ce sont des médias le plus souvent qui sont
les voix de leur chancellerie et donc qui ont une vision de l'information qui leur est propre. C'est un peu comme si on analyse aujourd'hui le traitement de l'information par Russia Today et France 24. Donc, le premier média va défendre l'intérêt russe et le second média, qui dépend du Quai d'Orsay, va défendre la vision de l'information selon le Quai d'Orsay français. Donc, vous voyez un peu, donc là, pour moi, dès que je suis embauché quelque part, je vais essayer quand même de voir quelle est la vision, mais qu'est-ce qui sous-tend, voilà, cette, disons, ce média. Maintenant, les problèmes de déontologie et d'éthique, ou bien même, voilà, pourquoi on me texte de subversif et tout cela, je vais laisser la parole à M. Seck. Oui, en fait, est-ce que dans ce cas on a eu l'occasion de voir ça dans nos cours, il y a ici le principe de ce qu'on appelle la clause de conscience. La clause de conscience, c'est cette clause qui permet aux journalistes de ne jamais faire quelque chose qui soit contraire à sa conscience professionnelle ou qui est contraire à son code de déontologie. Or, ici, effectivement, ce que vous dites, c'est extrêmement... C'est un journaliste qui accepte, d'accord, de servir les intérêts de sa boîte, qu'elle soit BBC ou France 24 ou RFI, etc. Si le journaliste prend, qui est au Sénégal, africain, parce que c'est votre exemple, qui accepte effectivement de servir en sachant que ce qu'il donne comme information n'est pas vrai, et malgré tout, parce qu'il veut se maintenir dans cette boîte-là, dans cette entreprise, il veut coûte que coûte servir l'intérêt de cette boîte, c'est vraiment ne pas se rendre digne de la profession. C'est ne pas être capable de s'élever à la dignité de la profession. La dignité de la profession, c'est quoi? C'est que les faits sont sacrés. Et deuxième chose, le public, c'est la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime celle vis-à-vis de son employeur. Vous êtes d'abord, votre premier vis-à-vis, c'est le public, c'est l'intérêt du public, l'intérêt général. Vous répondez d'abord en premier devant le public et non devant votre employeur. Donc, ça, je pense qu'un journaliste digne de ce nom, responsable, ne peut pas accepter justement de descendre à ce niveau-là et de servir les intérêts particuliers de ces entreprises, fussent-elles de grands médias, de puissants médias, etc. Donc ici, je répète, il y a le respect de la clause de conscience qui protège justement le journaliste et justement l'obligation dans laquelle le journaliste se trouve de devoir s'expliquer, de devoir faire primer la responsabilité vis-à-vis du public sur celle vis-à-vis de son employeur. Voilà, c'est la réponse que je peux te donner. Là, on est pressé par le temps, on est presque 18h. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient échanger avec les exposants ou qui ont des témoignages à faire? Oui. Est-ce qu'il y a des participants qui voudraient prendre la parole, qui voudraient échanger, qui ont des aspects particuliers à évoquer? Bon, bonsoir à vous. Oui. Alors, c'est Thierno Kane, Leral TV. Alors, voilà, donc j'aimerais juste apporter juste ma contribution par rapport à ça. Et c'est important, à vrai dire. Hein, donc, on suit depuis lors. Et on sait très bien que tout ce qu'on entend ici, c'est que c'est vraiment bénéfique pour nous. Donc, en tant que journaliste aussi, on voit souvent, il y a des concurrences d'informations parce qu'ils sont assoiffés d'informations. En général, si vous voulez vraiment chercher des informations à temps réel, par exemple, de le publier avant même que les autres le publient, ça peut être concurrence saine. Mais des fois, tu peux chercher des informations ou bien tu peux avoir des informations, tu veux les publier, mais vous n'êtes pas sûr et certain. Est-ce que c'est vrai ou pas parce que vous ne voulez pas diffuser des fausses informations? Alors, le temps qu'il vous faut pour aller chercher, par exemple, une bonne information ou bien aller chercher, les sources vraiment donc, de cette information. Et un autre site, par exemple, prend cette information et le publie avant vous. Et vous, le temps que vraiment donc, ça vous prend, ça peut être un peu caduc. Parce qu'il y a certaines informations, c'est coûte que coûte. Et il y a
Et il y a aussi des sites qui reprennent automatiquement des informations qui ne sont pas fondées du tout parce qu'ils ont vu, par exemple, un site ou bien une télévision donner une information et eux, ils le reprennent sans pour autant aller chercher à la base c'est quoi exactement cette bonne, comment dire, la bonne information. Autre chose, même si, par exemple, le coronavirus nous a tous touchés parce qu'avec le télétravail, etc., bon, ça ne nous permettait même pas d'abord d'avoir comment dire, des informations comme on le voulait parce que déjà, il y avait une sorte de barrage et une sorte vraiment de méfiance entre les journalistes et les invités, par exemple des invités de marque. Même si vous voulez les inviter à la télé ou à la radio, etc., ils disent que, bon, s'il y a la clim, etc., je ne vais pas venir parce que le corona, etc., chacun restait chez eux. Et nous, à notre niveau, pour chercher des informations, même si, par exemple, nous devions aller chercher à la base, ça nous était vraiment difficile parce qu'il y avait vraiment des problèmes, etc. Donc, j'aimerais juste apporter ce genre de contribution-là et merci aussi à SEC si vous voulez aussi donc apporter, par exemple, apporter aussi donc des choses aussi pour mieux éclaircir les choses avant les informations soient caduques, etc. Comment il faut vraiment faire plus vite pour faire passer une information le plus rapidement possible. Effectivement, Thierno Kane, ce que vous venez de dire. Avant de donner la parole à M. Seresek, moi j'ai tendance souvent à dire que la logique du scoop se fait tout le temps au détriment d'une information de qualité. Donc voilà, M. Sek l'a dit tantôt, le recoupement, la vérification. Parce qu'il l'a dit également, on est dans l'information, mise en forme en avant, on n'est pas dans la communication. Donc là, on met en forme et dans cette mise en forme, il faut d'abord recouper en amont, vérifier l'information. Sinon, on n'est plus dans l'information, on est dans la communication. M. Sek, vous avez la parole. C'est le sec. Monsieur Sek. Oui, monsieur le professeur, vous avez tout dit, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voulais simplement, en guise de réponse, lire un passage de la Charte mondiale d'éthique des journalistes, de Reporters sans frontières, qui est une charte importante. Donc, la Charte d'éthique mondiale des journalistes, qui est une charte qui est adoptée en 2019. D'accord? C'est une charte, moi, je vous recommande à tous les participants, journalistes, je vous recommande vivement de vous approprier cette charte d'éthique mondiale des journalistes. Que nous dit cette charte d'éthique mondiale des journalistes? À son point 5, voilà ce que nous dit la charte mondiale d'éthique des journalistes. La notion d'urgence ou d'immédiateté dans la diffusion de l'information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources ou de l'offre de réplique aux personnes mises en cause. Vous voyez, je pense que tout est clair. Tout est clair. Un scoop, vous ne pouvez pas avoir tous les jours un scoop. Un scoop, c'est rare. Pour un journaliste qui se respecte, un scoop, ça ne court pas les rues. Mais ici, l'obligation du journaliste, c'est de vérifier, c'est de faire des recoupements. Et ça, je viens de vous donner une charte qui est une charte de référence, qui est devenue une charte mondiale pour les journalistes. Et dans le point 5 est clair. Donc, le temps de la vérification et du recoupement est aussi sacré que les faits. C'est ça qu'il faut retenir. Le temps de la vérification et du recoupement est aussi sacré, et tout aussi sacré que le temps, que les faits eux-mêmes. Voilà, merci. Effectivement, pour corroborer vos propos, souvent quand on tombe sous ce dictat du scoop-là, facilement on peut verser vers le sensationnel également, c'est un danger. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais prendre la parole. Professeur? Oui, Maxville. En fait, j'aimerais donner une petite anecdote en 2 minutes. Oui. Alors que je finissais ma formation au CESTI, je devrais travailler pour un site du Bénin. Et il m'était demandé de faire de la réécriture. Et chaque fois que j'avais des articles, j'essayais de joindre un journaliste du Bénin pour me vérifier l'information, pour me vérifier la véracité de cet article-là avant de réécrire. Du coup, j'arrivais à produire 2 articles par jour
Et celui qui m'a contacté dit, mais dis donc, toi, tu n'es pas efficace. Je dis, non, si je suis efficace, c'est parce que je prends le temps de vérification. Il me dit, non, mais comment tu vas vérifier tout ça avant d'écrire? Si c'est que c'est sur 5 sites au moins, c'est que c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, les autres ne veulent pas reprendre. Je dis, mais quand même, celui-là, il sort d'une école aussi bien formée que moi. Comment il va pouvoir me dire ça? Vous voyez? Et j'ai été confronté à ça. Finalement, moi, j'ai dû abandonner parce que je ne pouvais pas continuer à reproduire ce que les autres font. Et là, j'ai eu raison au bout de quelques jours, j'ai eu raison, quelques semaines, j'allais dire, j'ai eu raison parce qu'ils ont annoncé le décès d'un professeur émérite au Bénin. Et moi, le temps de vérifier tout ça, donc j'ai un autre article qui vient pour dire, voilà, le professeur n'est pas décédé, on vient d'entrer en contact avec lui, ses proches disent qu'il se porte bien, etc. Donc, il y a cette pression-là de sites d'information qui demandent à ce qu'on reprenne aveuglément ce que les autres ont déjà publié, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Merci. Tout à fait, tout à fait. Merci. OK, donc il est 18h passé, donc un dernier intervenant, sinon on va devoir clôturer donc voilà, cette session-là. Je ne sais pas s'il y a un dernier intervenant. Un dernier intervenant, s'il n'y en a pas, on va repasser la parole à... Bonjour, M. Camara. Oui. C'est Yamoussa Camara de Sénégal. Voilà, vous m'excusez, à un moment donné, voilà, donc j'ai eu un souci avec ma connexion. Je voulais, si vous le permettez, juste donc éclaircir le point sur la désinformation et la mésinformation, juste à titre de résumé, à titre de rappel, si vous le permettez. Bon, je n'avais pas de questions, mais à part ça, quand même, donc, on est très content voilà, donc, de ce qui a été livré aujourd'hui et que ça a été de qualité. Et merci pour ces cours, donc, pour ce renforcement de nos capacités par rapport donc, à l'information concernant la crise sanitaire qui est la COVID-19. Adji. Allô? Allô? Vous peut-être conclure? Adji, oui. Allô? Oui. Oui? Oui. Alors, si vous avez fini, on peut conclure. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Oui, c'est bon. Vous avez la parole. C'est bon. Alors, oui, alors c'était pour vous remercier déjà le CESTI pour la formation et pour la pertinence des interventions. Et oui, excusez-moi, voilà. Donc, on vous remercie beaucoup pour la pertinence de vos interventions respectives. Nous remercions également tous les journalistes qui ont participé à cette formation, espérant que vous avez pu retenir des choses qui vous servent. En tout cas, moi, j'ai bien écouté, j'ai religieusement écouté toutes vos interventions. Et sinon, voilà, merci à tout le monde et puis à très vite. Nous allons peut-être vous envoyer un email à tous les journalistes pour nous faire un feedback par rapport à cette formation. Et nous vous contacterons dans le cadre du projet, j'espère, pour d'autres événements. Adji? Voilà. Oui? Voilà. Oui? Ben, il y a un journaliste de Sénégal qui vient poser une question. Il veut juste un récapitulatif qui tienne compte de la différence entre désinformation et mésinformation. Oui. Oui. Alors moi, je laisse les journalistes, les formateurs répondre. Je pense qu'ils sont plus légitimes à répondre par rapport à la question posée. Oui, Adji, c'est Yamoussa, voilà. C'est la question de Yamoussa de Sénégal. Oui, d'accord. Le collègue Ndiaye, s'ils peuvent répondre à cette question-là. Oui, monsieur Ndiaye, oui. Je laisse l'honneur à monsieur Ndiaye de répondre. OK, merci beaucoup, mais nous avons
développé tout à l'heure cette partie-là pour expliquer que, en réalité, quand on parle de désinformation, il y a cette volonté de diffuser des informations délibérément fausses dans le but de tromper. L'objectif est connu, c'est tromper. Par contre, il arrive que un journaliste soit trompé, qu'une source puisse manipuler un journaliste jusqu'à ce qu'il donne une information pas suffisamment vérifiée. On a l'exemple de Max Bill tout à l'heure. Vous travaillez dans un média, on vous met la pression, c'est un scoop, il faut aller juste tout de suite à l'antenne, on vous met la pression, vous allez à l'antenne, vous donnez l'information, après vérification, c'est faux. On dit que c'est de la mésinformation. Mais malgré tout, comme l'a martelé Célesec, que ce soit des informations ou mésinformations, il y a une fausse information qui a été donnée. Et donc, dans tous les cas, du faux, c'est du faux, quoi. Le faux, c'est le faux. Et c'est pas aussi, même si le journaliste qui est victime de mésinformations a des circonstances atténuantes, vous parlez comme les juristes, hein, il n'en demeure pas moins, quand même, qu'il a commis une faute. Absolument. Une information, elle est vérifiée avant d'être diffusée. Absolument. En résumé. Merci beaucoup, monsieur Diaye. Mais là, au-delà même, on pourrait même aller au-delà donc là de ces deux concepts de désinformation et de mésinformation. Il y a certains théoriciens qui ont également eu à utiliser le concept donc, de surinformation. Surinformation pour un peu donc, dans la logique de la surabondance. Donc, au-delà de la désinformation et de la mésinformation également, il y a ce qu'on pourrait appeler la surinformation parce qu'il y a une abondance d'informations. Voilà. Voilà pour un peu compléter donc, là, la réponse. Donc, je pense, Yamoussa, votre préoccupation a été prise. Donc on merci. Tout à fait. Elle a été prise. Et merci, M. Kamara. Merci beaucoup. Adi, donc là, on se donne rendez-vous pour la prochaine session et je tiens vivement à remercier encore le partenaire de Timbuktu, mais également merci à vous. À remercier donc, et féliciter donc, les collègues pour la pertinence donc, des présentations et des exposés. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je remercie, merci, vraiment merci à toute l'équipe du CESTI, aux journalistes qui font un travail extraordinaire, ils font un travail remarquable. Merci à tous et merci à vous, M. Ndiaye, pour votre disponibilité. Merci à vous, M. Kamara, M. Sek, M. Gaye. Voilà, allez, au revoir. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. G, Gora Degdaj, Alga Family Way, wow, man. Aki La Faute, Timbuktu Institute, Cesti, Sayera International, Aki La Faute, manek. G. Geste barrière contre la désinformation. On nous parle de fake news, on entend info ou intox. Les réseaux sociaux et les pseudo-médias nous envahissent à tel point qu'on a du mal à distinguer l'après de la fausse information. Quand Sayera dans le Sahel cherche à réduire le champ de la désinformation et que le Timbuktu par son réseau de chercheurs associés assure la recherche-action pour donner des informations traitées par l'institution de référence en Afrique, le CESTI, qui forme des journalistes avec un sens inégalé de l'éthique et de la déontologie, le fact-checking, le plaidoyer, le renforcement de capacités pour une population plus avertie, capable de déceler la bonne info. Les fake news, elles promeuvent la médiocrité des pseudo-médias. Son champ de progression impressionne à qui la faute. Avec un accès à Internet quasi généralisé, toutes les informations sont accessibles de façon instantanée. À qui la faute? À quel moment parle-t-on d'influenceurs, cette catégorie de personnes très suivies sur les réseaux sociaux et que le public aime de tout son cœur? À qui la faute? Le pseudo-journalisme, phénomène de mode, CESTI au secours. Au moins un temple où l'éthique et la déontologie est une normalité. À qui la faute? À qui la faute? Qui la faute?
G, Gora Degdaj, Alga Family where you are, man. À qui la faute? Timbuktu Institute, Cesti, Sayera International. À qui la faute, manek? G. Geste barrière contre la désinformation. On nous parle de fake news, on entend info ou intox. Les réseaux sociaux et les pseudo-médias nous envahissent à tel point qu'on a du mal à distinguer la vraie de la fausse information. Quand Sayera dans le Sahel cherche à réduire le champ de la désinformation et que le Timbuktu par son réseau de chercheurs associés assure la recherche-action pour donner des informations traitées par l'institution de référence en Afrique, le CESTI, qui forme des journalistes avec un sens inégalé de l'éthique et de la déontologie, le fact-checking, le plaidoyer, le renforcement de capacités pour une population plus avertie, capable de déceler la bonne info. Les fake news, elles promeuvent la médiocrité des pseudo-médias. Son champ de progression impressionne à qui la faute. Avec un accès à Internet quasi généralisé, toutes les informations sont accessibles de façon instantanée. À qui la faute? À quel moment parle-t-on d'influenceurs, cette catégorie de personnes très suivies sur les réseaux sociaux et que le public aime de tout son cœur? À qui la faute? Le pseudo-journalisme, phénomène de mode. CESTI au secours, au moins un temple où l'éthique et la déontologie est une normalité. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? G, Gora Degdaj, Alga Family.